les indicateurs que vous comptez utiliser, les indicateurs d'évaluation que vous comptez utiliser pour vérifier si effectivement les sont atteints. Et comment vous comptez atteindre ces résultats. Quand le budget est exécuté, l'année N+1, vous déposez le RAP. Le RAP, c'est pour expliquer les objectifs que vous avez prévus dans le PAP, est-ce que vous les avez atteints, comment vous les avez atteints, comment vous avez utilisé les indicateurs d'évaluation, pourquoi vous n'avez pas atteint, quels sont les écarts. Alors, autre élément qui explique un peu ce passage, c'est que la loi organique, la LOLF a instauré la notion de programme action. Alors, qu'est-ce que se passe? Cette notion n'existait pas. Avec la loi organique de 1991, la loi des finances était présentée en titre, objectif, et titre, chapitre, article. Alors, certes, ce n'est pas exclu complètement, mais progressivement, le législateur organique guinéen a voulu qu'on bascule progressivement vers la notion de programme action. C'est d'où l'article 23 de la LOLF, où il est dit que toutes les fois que le ministère a fait l'objet d'un contrôle par l'inspection des finances qui est sanctionné par l'efficacité, l'efficience des comptes de ce ministère peut basculer à la notion programme action. Alors, la notion programme action, ça veut dire quoi? On vote, les députés, l'unité de vote des députés va reposer sur les programmes. Dans ce cas, on vote directement pour le programme, les crédits sont à l'intérieur du programme, et puis après, on attribue ce programme à un département, à un ministre, et le ministre exécute en fonction des lignes qui sont prévues. Alors, ce qu'on attend sur le résultat. Mais voilà, c'est l'une des insuffisances de l'offre guinéenne. D'accord. Voilà. Parce qu'en fait, quand vous prenez en France, c'est classé en fonction de mission, programme, action. Là, les députés, l'unité de vote repose sur les missions. Dans une mission, vous pouvez retrouver plusieurs programmes. Or, les députés peuvent, à l'intérieur d'une mission, faire la ponction des crédits d'un programme pour les mettre dans un autre programme. D'accord. Je vais vous expliquer en termes simples pour que vous compreniez. Lorsque au ministère de la Santé, il y a la mission santé qui est accordée au ministère de la Santé, et qu'au niveau des crédits, il y a le programme, par exemple, santé infantile et maternelle, il y a le programme paludisme, il y a le programme sida et autres. L'on se rend compte que les députés se rendent compte que les crédits accordés pour la santé maternelle et infantile, ces crédits sont très justes par rapport aux crédits accordés pour le paludisme. Les députés peuvent ponctionner les crédits accordés pour le paludisme pour augmenter les crédits pour santé maternelle. Mais pourvu que les crédits prévus pour la mission soit équilibré, c'est-à-dire que ça ne bouge pas, mais c'est à l'intérieur. On fait des réajustements à l'intérieur des programmes qui se trouvent dans les missions. Exactement. Ça, c'est important pour l'équité, pour l'égalité au niveau de l'exécution des finances publiques. Et imaginez, ça peut être aussi la mission sécurité. Vous savez, la mission sécurité, plusieurs départements peuvent être dans la mission de sécurité. Et puis, il y a le ministère de la Sécurité qui peut être impliqué, le ministère des Forces armées qui peut être impliqué, il y a le ministère même des Finances, des budgets qui peuvent être dans le cadre du financement et autres. Donc, dans cette mission de sécurité, là également, les députés peuvent procéder à les ponctions. Ce n'est pas facile pour les députés. À ce qui concerne la loi guinéenne. Parce que vous savez, il y a une disposition de la loi organique qui dit qu'il est interdit aux députés guinéens de proposer des amendements qui visent à diminuer des recettes ou à augmenter des dépenses. Donc, la marge de manœuvre de l'amendement des députés est très limitée. Alors, la LOLF guinéenne n'a pas donné assez de possibilités pour ces députés de pouvoir procéder à des amendements parce que les actions, en fait, sont des unités prévisionnelles qui ne sont pas de nature à permettre aux députés guinéens de procéder suffisamment à des amendements. Est-ce que vous comprenez? Or, le programme aussi est très restreint. D'où j'ai voulu évoquer donc cette limite. C'est pourquoi j'ai invoqué dans le livre, j'ai proposé à ce qu'il y ait une révision ou une modification de la LOLF pour qu'on passe à la notion mission. C'est le même péché qu'a commis l'UEMOA dans la directive 06. Dans cette même directive, l'UEMOA s'est limité à parler de programme et de dotation. Or, en parlant de programme et de dotation, vous éloignez pas trop de la notion de moyens. Ça, c'est important.
d'où la nécessité d'introduire la notion de mission dans la LOLF guinéenne. Bien, voilà, donc ça fait partie des éléments que vous proposez dans votre ouvrage, d'évoluer vers la notion de mission. Et bien justement, ce qui n'occulte pas, comme d'après vos explications, ça n'occulte pas la notion de programme, mais c'est que ça ouvre plus de perspectives en termes d'ajustement, d'amendement de la part des élus du peuple. Hein, exactement. Quand vous regardez, d'ailleurs, ceux qui ont réalisé les tests qui ont été réalisés après la LOLF, ceux qui ont réalisé, vous ne pouvez pas imaginer que la notion de mission n'est pas prévue dans la LOLF guinéenne. Oui. Quand vous regardez la loi 025 portant organisation et fonctionnement de l'administration publique guinéenne, vous prenez les articles 95, 96, 97 et 98 de cette loi, vous verrez que ces dispositions sont contraires, ne sont pas conformes à la LOLF. Pas contraires, mais pas conformes, disons, de la LOLF guinéenne. Oui. Parce que ces dispositions, justement, introduisent la notion de mission. Vous voyez, donc, alors que même si ces dispositions ne parlent pas expressément à la notion de mission, mais ces dispositions parlent d'activités transversales qui peuvent être exécutées par 2 ou plusieurs départements ministériels, et c'est ce qui n'est pas prévu dans la LOLF guinéenne. Dans la LOLF. Alors, écoutez, super intéressant, donc, cet ouvrage de Mamadou Gandoba. Et effectivement, je pense que l'émission a tout à fait raison de recevoir les ouvrages techniques. Je veux dire, parce qu'effectivement, quand des intellectuels prennent du recul pour réfléchir, pour travailler, c'est pour contribuer justement à l'amélioration des problèmes sur dans les domaines dans lesquels ils interviennent. Et là, c'est intéressant. Nous, on va appeler au-delà des personnes que le professeur Jogolemou, qui a préfacé votre ouvrage, parle des chercheurs, des enseignants, mais je pense que même au-delà de ces personnes-là, des spécialistes en la matière, ceux qui travaillent dans le domaine des finances, au-delà, ce n'est pas inintéressant de s'intéresser, ne serait-ce que pour sa propre culture. Donc, Finances publiques de Mamadou Gandoba, publié chez l'Harmattan, il faut donc le signaler. Donc, ça veut dire aussi que l'ouvrage, vous pouvez vous procurer de l'ouvrage sur tous les circuits de diffusion chez l'Harmattan, en Guinée ou à l'étranger, et surtout en Guinée, à la librairie de l'Harmattan. Et puis, bon, c'est un ouvrage qui est sorti tout récemment, tout nouveau, que vous pouvez donc trouver chez l'Harmattan en stock sur place ou même sous commande sur les sites l'Harmatech, etc. Mesdames et messieurs, l'émission Parenthèse, on est content de vous savoir toujours aussi nombreux à nous suivre. On poursuit la causette avec Monsieur Ba. Alors là, maintenant, je vous avais posé la question sur... je veux vraiment aborder, parce que je suis tout bleu sur la problématique, mais ceci dit, je veux dire, on entend tout le temps parler des lois de finances, et quand ça commence, on voit les ministres défiler devant les députés, etc. Mais est-ce que vous pouvez nous donner une idée concrète de ce que c'est qu'un budget? C'est le budget de l'État. Globalement, comme ça. Enfin, je veux dire, ça paraît souvent, enfin, on voit ça avec une grande distance. D'abord, je vais expliquer un peu, donner la différence entre la loi des finances et le budget de manière terre à terre pour ceux qui nous écoutent, qui ne sont pas spécialistes. Oui. Le budget... A commencé par moi, hein. J'ai pas honte de le dire. J'étais en train de vous regarder, j'ai pas osé. Mais je voulais poser la question de savoir, mais est-ce qu'il y a une différence entre la loi de finances? Parce que généralement, quand les députés, ils arrivent devant, quand les ministres, ils arrivent devant les députés pour défendre les budgets. Mais le ministre des Finances, on parle de loi des finances, après on voit, alors finalement, souvent, on se perd. Donc, oui, tout à fait. En fait, la loi des finances a une approche juridique. D'accord. Une approche juridique, vous retrouvez des dispositions, des lois, des articles, n'est-ce pas, qui prévoient soit le fonctionnement ou l'instauration d'une taxe ou le fait de résider une activité donnée. Oui. Donc, ou l'augmentation d'une taxe, par exemple. Elle a une approche juridique, mais dans laquelle se trouve le budget. Le budget a une approche comptable. En fait, le budget, c'est la description comptable de la loi des finances, de manière simple. D'accord. Et dans le budget, vous allez retrouver, il y a 2 grandes parties. La partie ressources et la partie charges. Oui. La partie ressources, vous allez retrouver les recettes. Oui. La partie charges, vous allez retrouver les dépenses, les emprunts. Donc, c'est comme ça. C'est
Ça, c'est la différence, je pense, qui peut être la explication qui peut être à la portée de tout le monde. Donc, la loi des finances est préparée au niveau de la Direction nationale du budget. Le ministère des Finances et le ministère du budget. Oui. Donc, de mai-juin, à partir de juin, on envoie les lettres de cadrage aux différents départements ministériels. Oui. Les ministères expriment leurs besoins. C'est comme une famille. Le père de famille dit à tous ses enfants, voilà, et vous, qu'est-ce que tu veux pour la scolarité cette année? Toi, ce que tu veux, chacun dit son besoin. Voilà, c'est un peu une façon de caricaturer. Voilà. Et puis après, les arbitrages. Et au niveau des finances. Donc, chaque ministre, selon les indicateurs macroéconomiques, selon la trajectoire des finances voulues par le gouvernement, selon les possibilités financières en fait, qui sont là, on est que chaque ministère indique ses besoins. Alors, au niveau de la Direction nationale du budget, pour tout ce qui concerne le volet fonctionnement, on procède à un paramétrage. On fixe, voilà, on dit, voilà, ça on peut, ça on ne peut pas, voilà, exactement. Au niveau des investissements, on fait la même chose. Et puis le document est conçu, je vais un peu rapidement, il est soumis à un arbitrage au niveau du cabinet du ministère des Finances, du budget. Le cabinet vérifie, statut, et les ministres peuvent vous dire, moi je ne suis pas d'accord sur ça et ça, et puis on procède à des arbitrages. Cet arbitrage peut aller jusqu'au ministre des Finances. N'oubliez pas qu'avec la LOF, le pouvoir financier, le pouvoir budgétaire du ministre des Finances sont renforcés. Parce qu'en fait, avec la loi organique 91, le poste de ministre des Finances n'existait même pas dans la Constitution à l'époque. Voilà. Et maintenant qu'il y a un poste de ministre, le Premier ministre qui existe, le poste de Premier ministre n'existait pas à l'époque. Voilà, et maintenant, il y a un poste de Premier ministre qui existe dans la nouvelle Constitution. Et la LOF prévoit des pouvoirs importants pour le Premier ministre en matière financière et budgétaire. Donc, il peut procéder à un dernier arbitrage lorsqu'un ministre n'est pas satisfait, n'est-ce pas, des crédits qui lui ont été alloués. Alors, une fois que le budget est arrêté au niveau de cette préparation technique, le projet est déposé en Conseil des ministres. Le Conseil des ministres procède à ce qu'on appelle l'approche politique et sociale. Parce qu'au budget, on peut dire, écoutez, il faut qu'on diminue un peu les bourses pour les étudiants. Voilà, et parce que pour telle ou telle raison... Conseil des ministres, le président me dit, mais qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous comprenez? Il va dire, non, remettez. Donc là, on procède à des approches politiques et sociales. Et une fois que le projet est arrêté, on dépose à l'Assemblée nationale. Ça, c'est la phase d'adoption. Au niveau de l'Assemblée nationale, et au niveau du secrétariat de l'Assemblée nationale, le secrétaire de l'Assemblée nationale examine le budget, on va au niveau des différentes commissions, et puis les commissions, on fait appel, on examine la partie ressources dans un premier temps, tout ce qui est recettes. On examine les recettes, après échange avec les différents acteurs qui gèrent les recettes du pays, notamment les différentes régies, impôts, douanes et autres, ou les ministères qui réalisent des recettes. Après échange avec tout ceci, pour voir si les recettes sont évaluées de manière sincère. Parce qu'en fait, la LOLF a introduit le principe de la sincérité dans l'évaluation des finances publiques. Aux côtés des principes de l'unicité, de spécialité, d'annualité, d'universalité, d'équilibre en quelque sorte, même si le principe d'équilibre n'est pas très exigé en matière de budget de l'État, contrairement au budget des collectivités locales. Mais il y a le principe de la sincérité, et qui est difficile à mesurer. Donc, voilà, exactement. Il est difficile à mesurer, mais en fait, qu'est-ce qu'on fait? On regarde seulement est-ce que l'approche utilisée est une approche raisonnable. C'est la raisonnabilité qu'on recherche en matière d'évaluation du principe de la sincérité. Alors, lorsque tout ça c'est OK, on adopte les recettes en bloc. D'accord. Et puis on passe au niveau des dépenses. Au niveau des dépenses, chaque ministre vient pour justifier les crédits qu'on lui a accordés. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai dit dans le livre où il y a eu des scènes hilarantes, où il y a eu des ministres qui n'ont même pas pu lire les chiffres qui sont accordés. Ça se comprend aussi, parce que le franc guinéen, ce n'est pas évident. Les chiffres colossaux et tout. Donc, le budget, on l'examine dépense par dépense. C'est là où les députés ont un peu de difficulté, ce que j'expliquais tout à l'heure. Des marges de manœuvre réduites. Voilà, ils ont des marges de manœuvre réduites. C'est pourquoi, d'où d'ailleurs j'en appelle à la révision de la LOF pour introduire la notion de la mission. On adopte, et puis on regarde souvent, et souvent c'est important d'ailleurs, ce qui rend beaucoup important la LOF à ce niveau, c'est que bien avant qu'on amène le projet de loi de finances à l'Assemblée nationale, il y a la notion de DOB. Il y a le débat de l'orientation budgétaire qui est organisé en juillet, bien avant.
ce qui est vraiment intéressant pour le DOP, c'est que pendant le DOP, on fait appel aux organisations de la société civile, aux journalistes, à tous les acteurs, de venir en tant qu'observateurs pour assister. C'est là où ils découvrent réellement la réalité du budget et surtout les projections à venir. C'est important parce que n'oubliez pas qu'en 2015, l'opinion publique a été fortement choquée de savoir que la santé n'avait que 3% de prévu dans ce budget, alors même que le pays était frappé par l'épidémie à virus Ebola. C'est important. Donc, informer les citoyens sur le budget. Donc, c'est une façon de les impliquer aussi. De les impliquer. C'est-à-dire que la centralité du citoyen dans la liste du budget est très importante. Parce qu'il est important que les citoyens soient informés. Parce que plus ils sont informés, moins il y a des rumeurs, moins il y a des revendications et des propositions. Alors, la notion du débat de l'orientation budget où le vote n'est pas obligatoire, mais c'est important d'organiser ce débat. Un débat. Voilà, il y a un débat qui est fait en 1 ou 2 jours et puis les gens sont informés. Et quelques mois après, le budget est déposé, comme je reviens, le budget est porté et puis on vote sur les dépenses. Une fois que c'est voté, et on envoie au président de la République pour qu'il promulgue la 8 jours, mais avant de promulguer, des députés, s'il y a des députés qui ne sont pas contents, ils peuvent procéder à un recours en inconstitutionnalité devant la Cour constitutionnelle, ce qui n'est pas fait encore. Voilà, mais alors, une fois que le budget est voté, on procède à son exécution. Donc, l'une des innovations au niveau de la LOLF en matière d'adoption du budget, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le fait que la grande innovation, on a supprimé la notion de service voté et de mesures nouvelles. Mais également, les députés peuvent maintenant, avec la capacité, le pouvoir des députés est renforcé en matière d'analyse du budget. Pourquoi? Parce que désormais, l'exécutif a l'obligation de déposer plusieurs documents pour expliquer aux députés comment le budget a été conçu, comment ces objectifs ont été fixés et comment on peut les réaliser. Donc, vous regardez, il y a une panoplie de documents prévus par la LOLF, jusqu'à 13 documents, voire même plus, n'est-ce pas, pour expliquer aux députés comment ce budget, comment le budget a été conçu. Voilà. Allez, mesdames et messieurs, je suis accroché à vos lèvres, comme tous nos téléspectateurs d'ailleurs. Malheureusement, je vais vous poser une petite question très rapidement, parce qu'on a 2 autres rubriques. Effectivement, on va passer au marque-page et à la question que les téléspectateurs posent à notre invité. Alors, mais très rapidement, il est impossible pour moi, en tout cas, de passer là, parce que ça, comme dans la tête de beaucoup de nos téléspectateurs, ça tourne. Qu'est-ce qui provoque les trous dans les caisses de l'État? Brièvement, hein, on nous signale que c'est le temps, mais très rapidement, d'après vous, en tant que spécialiste des questions... Lorsque les dépenses ne sont pas maîtrisées, ça peut entraîner des trous. Lorsque les dépenses ne sont pas maîtrisées, ça peut entraîner des trous, évidemment. Lorsque les recettes sont faiblement mobilisées, notamment, ça peut entraîner des trous. D'où l'idée justement de la LOLF, que faire en sorte que les administrations publiques soient performantes et donc faire comme les entreprises privées le font. Mesdames et messieurs, donc notre entretien autour de l'ouvrage de Mamadou Gando Ba, Finances publiques, que nous vous invitons donc à découvrir, enseignants, chercheurs, praticiens, cadres de l'État, même, je veux dire, financiers, trésoriers, comptables. C'est important d'avoir l'ouvrage qui éclaire justement sur la notion des finances publiques en Guinée, avec au cœur donc la LOLF, hein, je ne sais pas si je prononce bien, la loi organique relative aux finances publiques. Voilà, mesdames et messieurs, à présent, c'est le moment de passer tout de suite et maintenant au marque-page. Nous avons choisi pour vous 3 extraits dans l'ouvrage Finances publiques de Mamadou Gando Ba. Le premier extrait nous amène à la page 25. C'est dans le paragraphe de la section des innovations dans la préparation et l'adoption du budget. L'auteur nous en parlait tout de suite. Extrait. La loi organique a également prévu la suppression des budgets annexes et le remplacement des comptes d'affectation spéciale par les budgets d'affectation spéciale. Elle a aussi introduit la possibilité pour l'État d'accorder des garanties et des prêts avec une suppression des prêts rétrocédés. Ainsi, si la définition classique du budget en tant que l'ensemble des ressources et des charges de l'État prévues pour une année civile reste toujours acceptée,
il faut dire que l'appréhension a évolué avec la LOLF, dites-vous. Désormais, le budget est l'expression chiffrée des politiques publiques ayant pour objectif la performance. L'efficacité, l'efficience et l'impact sont les indicateurs nouveaux qui étaient propres aux entreprises privées, mais qui sont désormais repris par la LOLF. Donc l'État et ses structures devront faire beaucoup d'efforts pour être un peu plus rentables en tout cas. Et puis bon, c'est vrai aussi qu'on n'en a pas parlé, mais ça c'est propre à tous les États, hein, de tous les pays. On assimile souvent à l'État, à juste raison d'ailleurs, sa très grande lourdeur, la lourdeur administrative au niveau de l'État et tout ça. Donc justement, tout ça aide à faire un peu, bouger un peu la grosse machine, très lourde machine qui est l'État. Allez, on va passer au deuxième extrait. Nous sommes à la page 54. Le contrôle interne à l'administration, vous en parliez il n'y a pas longtemps. Le contrôle interne à l'administration, dites-vous, est réalisé par les corps d'inspection qui sont constitués par l'Inspection générale d'État, IGE, l'Inspection générale des finances, IGF, et les inspections sectorielles. Vous en avez parlé un peu. L'Inspection générale d'État est régie par le décret 2012-124/SGG/PRG du 8 novembre 2012. Il prévoit les règles d'organisation et de fonctionnement ainsi que les attributions dévolues aux inspecteurs d'État dans le cadre de la réalisation des missions d'inspection. L'institution est placée sous l'autorité du président de la République. Important à savoir, elle constitue l'organe supérieur des contrôles administratifs. Mais ses attributions institutionnelles étaient jusque-là très limitées. Depuis 2016, plusieurs réformes ont été engagées pour renforcer l'opérationnalité de l'institution. C'est notamment le recrutement sur concours de 17 inspecteurs d'État en 2016. En 2018, 3 autres inspecteurs d'État ont été recrutés par concours. Ça, c'est déjà intéressant de savoir que les gens sont recrutés par concours. Oui, ça a été votre cas, hein, oui, et vous êtes sorti majeur de votre promotion, c'est ça. Alors, les missions des inspecteurs d'État couvrent l'ensemble des administrations publiques. Elles sont effectuées sur la demande du président de la République. Oui. Vous l'avez signalé. La mission de l'IGE, l'inspecteur général d'État, consiste principalement à vérifier la régularité et le respect des procédures en matière de gestion budgétaire et financière. Elle s'assure également du respect des lois et des règlements au sein des services publics ou les services d'intérêt général. Fin de citation, et ça continue. Pour vous, oui. Je voulais juste apporter une explication là-dessus. Oui, très rapidement. En fait, oui, très rapidement. Oui. C'était en fait l'inspection générale d'État régie avant par le décret 2012. Oui. Bon, les réformes. Il y a certes des réformes qui sont un peu lentes. Il a fallu attendre, je crois que je l'ai dit un peu vers la fin, sur l'inspection générale de l'État. Il a fallu attendre le 10 octobre 2018 pour qu'il y ait un autre décret qui a modifié le premier décret, qui fait de l'inspection générale de l'État maintenant le premier corps, l'institution supérieure de contrôle administratif, carrément, et qui désormais désigne comme les deux patrons, c'est-à-dire les deux personnes graves de l'inspection générale d'État, qui leur donnent le titre de vérificateur général et le titre de vérificateur général adjoint, et que nous autres inspecteurs d'État, maintenant, on porte le titre d'inspecteur général d'État. Pourquoi? Parce que du fait que le décret nous est mis au-dessus des autres corps de contrôle, c'est pourquoi, d'où la notion de général, pour nous permettre d'avoir une vue d'ensemble sur tout le contrôle. Alors, votre mission d'inspection générale d'État, en tout cas, a été auréolée par ce décret-là, en renforçant votre statut, en faisant de vous, en donnant une certaine, à la fois l'autorité et la notoriété aussi dans ce travail que nous saluons. On compte beaucoup sur vous pour assainir nos finances. Donc, mesdames et messieurs, à présent, nous passons à la troisième et dernière rubrique qui va donc nous permettre de poser quelques questions à notre auteur face caméra. C'est parti. Monsieur Mamadou Gando Ba, bonjour. Bonjour. Je voudrais vous poser la question suivante. S'il vous était demandé de résumer votre ouvrage en quelques mots, que diriez-vous? Je dirais que mon ouvrage, c'est un document
qui permet de ressortir les différentes innovations prévues au niveau du cycle budgétaire, c'est-à-dire de l'adoption jusqu'au contrôle, en passant de la préparation jusqu'au contrôle, en passant par l'adoption et l'exécution, des innovations que j'ai essayé de faire ressortir en me référant justement, en procédant à une comparaison entre la loi organique de 2012 et celle de 1991, mais aussi en procédant à un droit comparé avec la loi organique de 2001 de la France et les directives de la CEDEAO. C'est un document qui permet également de ressortir les limites de la loi organique de 2012, la loi guinéenne, mais également qui permet de ressortir des propositions concrètes sur la résolution des difficultés auxquelles les administrations publiques sont confrontées actuellement dans la mise en œuvre de la loi organique relative à la loi des finances. Monsieur Mamadou Gandoba, bonjour. Bonjour. Lorsqu'on parle de finances publiques, moi, ça me fait penser à la corruption. Dites-nous, en tant qu'inspecteur général d'État, qu'est-ce qu'il faut concrètement pour lutter contre la corruption dans nos pays? On ne lutte pas, je commence par dire qu'on ne lutte pas contre la corruption en demandant aux corrupteurs ou aux corrompus, s'il vous plaît, arrêtez. Non, pas comme ça. On lutte contre la corruption en mettant en place des institutions qui sont solides, qui sont fortes, des mécanismes de contrôle qui sont solides et forts. C'est extrêmement important. Cela passe par le renforcement des corps de contrôle, par le réaménagement du contrôle interne, par la mise en place des mécanismes d'évaluation des risques au niveau des défenses administratives, des contrôles qui sont organisés, qui sont périodiques, mais ça passe surtout par la lutte contre l'impunité. C'est-à-dire que lorsque une personne qui est corrompue ou qui est corrupteur est épinglée, que la personne subisse, n'est-ce pas, la rigueur de la loi. Ça, c'est fondamental. Mais ce que j'insiste sur un fait que je propose, je souhaite surtout qu'il y ait une sanction en amont par rapport à la pénurie. Parce que lorsque vous attendez que les gens causent des dégâts énormes, souvent c'est difficile de rattraper. D'où la nécessité de renforcer les règles de gestion à la base, de renforcer surtout le contrôle interne, c'est-à-dire l'autocontrôle, le contrôle mutuel et le contrôle de supervision pour faire en sorte qu'il y ait moins de dégâts. Et ça, c'est important. Donc, il faut surtout lutter contre l'impunité, mais aussi faire en sorte que les mécanismes de gestion et de contrôle qui sont là soient des mécanismes qui sont non seulement adaptés, mais aussi qui sont cohérents, qui sont conformes à la lutte contre la corruption. Monsieur Ba, merci. Merci beaucoup. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis de bout en bout dans ce numéro consacré à Finances publiques, donc l'ouvrage, le tout nouvel ouvrage de Mamadou Gandoba qui nous a fait le plaisir de nous tenir compagnie. Je vous dis au revoir et à la prochaine pour un autre numéro. Au revoir.